Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, Haïti dans les relations internationales entre la Chine et Taïwan, deux pays qui pratiquent la diplomatie du chéquier. Quelle voie choisir pour Haïti? Pour comprendre le dossier taïwanais, il faut remonter au début du XXe siècle. Revenons sur la guerre civile entre les nationalistes du Kuomintang, le parti nationaliste chinois, mené par le général Chiang Kai-shek, et les communistes de Mao Tse-tung. En effet, cette guerre civile dure depuis 10 ans, quand l'Empire nippon envahit la Chine le 7 juillet 1937. Devant les massacres de centaines de milliers de Chinois, Mao Tse-tung et Chiang Kai-shek sont forcés de s'unir pour lutter contre le violent occupant. Après 8 ans de résistance, le Japon est défait le 9 septembre 1945. Après la guerre contre le Japon qui a duré 8 ans, 2 mois et 2 jours, le conflit civil reprend de plus belle entre communistes et nationalistes. 4 ans plus tard, en 1949, les partisans de Mao Tse-tung sont sur le point de gagner la guerre civile. Mais Chiang Kai-shek refuse d'abdiquer. Il se réfugie avec ses hommes sur l'île voisine de Taïwan. Il organise la résistance anticommuniste. Le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung proclame la naissance de la République du peuple de Chine. De cette fracture majeure naît la question taïwanaise. Et après la proclamation de la République de Taïwan, la Chine continentale menace l'île de Taïwan et met en garde tous les pays qui la reconnaissent ou visent à établir des relations diplomatiques avec elle. En 1992, Taipei et Pékin s'accordent sur le principe d'une seule Chine. Cet accord signifie pas d'invasion de la part de la Chine et pas de demande d'indépendance de la part de Taïwan. Guidé par cette doctrine d'une seule Chine, le monde entier se trouve devant l'obligation de faire un choix, car entretenir des relations avec l'une signifie forcément renier l'autre. Plus que jamais, choisir, c'est exclure. À travers Taïwan, c'est une guerre silencieuse entre la Chine et les États-Unis qui se déroule désormais. Xi Jinping l'a encore répété lors du 20e congrès du Parti communiste chinois le dimanche 16 octobre 2022 à Pékin. La réunification de la patrie doit être réalisée et sera réalisée. Dans les années 90, la sémantique bouge. Le Parti démocrate progressiste de Tsai Ing-wen insiste sur l'appellation République de Taïwan en lieu et place de la République de Chine. Ce changement de paradigme, loin d'être symbolique, fait enrager la Chine populaire qui voit dans cette appellation une façon pour Taipei de s'éloigner de la Grande Chine. Le président Chen Shui-bian demande une adhésion à l'ONU en 2007. Celle-ci la refuse, butant notamment sur le vote chinois au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'argument onusien est que l'organisation ne reconnaît qu'une seule Chine. Une victoire non négligeable pour Pékin, mais Taïwan continuera de frapper à la porte des Nations Unies. Pour Pékin, ceux qui sont avec Taïwan agressent l'intégrité territoriale de la République populaire de Chine. Plus que jamais, le choix entre Taipei et Pékin est fondamental, y compris pour un pays comme Haïti qui devrait profiter de ces rivalités globales. En 1956, Haïti décide de reconnaître l'indépendance de Taïwan et devient l'un des 14 pays à avoir pris cette décision. Depuis cette date, Port-au-Prince entretient des relations diplomatiques officielles avec Taipei.
En conséquence, Haïti possède une ambassade à Taipei et Taïwan possède une ambassade à Port-au-Prince. En 2014, sous le gouvernement de Michel Martelly, l'ambassadeur taïwanais Wang Tsai-chiu, le jour de son entrée en fonction, mettait l'accent sur plusieurs points qui me semblent importants du point de vue diplomatique. Il disait en substance ceci. Haïti et Taïwan sont des amis. Taïwan a une expérience de 50 ans de relations fiables d'aide au développement à Haïti. Taïwan ne fait pas d'ingérence dans la politique locale. Taïwan ne s'occupe que d'économie et de commerce. Par conséquent, peu importe la réalité de l'alternance politique, la relation survivra. En situant la relation au-dessus des partis et des sensibilités politiques, en fin diplomate, l'ambassadeur taïwanais lui donne un caractère structurel et permanent. En Haïti, le Made in Taiwan a longtemps été plus populaire que le Made in China. Puis, après le séisme, la situation change. Pékin participe de manière significative à l'aide internationale. La valeur des importations chinoises par Haïti a pratiquement été multipliée par 10. En septembre 2016, le représentant permanent du bureau commercial de la République populaire de Chine en Haïti, M. Ling Jun, manifeste sa volonté de renforcer les liens entre les deux pays. Selon lui, la République populaire de Chine prône une coopération en profondeur avec Haïti. Cette tendance s'est poursuivie au point qu'en 2020, la Chine est devenue la 3e source des importations haïtiennes, représentant 16% des importations totales. En 1993, la Chine pose un geste fort en ouvrant ce bureau commercial en Haïti. L'objectif étant de courtiser Haïti en renforçant les relations diplomatiques via le commerce et de renverser l'influence de Taïwan sur l'île. Après le séisme de 2010, les deux pays se mobilisent afin de venir en aide à Haïti. Taïwan propose de financer le développement des réseaux électriques ruraux à raison d'une contribution de 150 millions de dollars. Le 1er mai 2018, le voisin dominicain prend alors une décision qui change le visage des relations dans la région. En effet, la République dominicaine décide de privilégier les relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Comment cela a-t-il pu se faire au nez et à la barbe des États-Unis, le principal investisseur en République dominicaine? En tout état de cause, cette décision met Haïti dans une drôle de posture, obligée de prendre une décision forte. Doit-elle renoncer aux relations avec Taïwan? Doit-elle faire allégeance à la Chine comme son voisin? D'autant que depuis 2016, c'est la mode dans la diplomatie internationale. En effet, depuis l'arrivée au pouvoir du Parti démocrate progressiste de Tsai Ing-wen en 2016, Pékin se sent menacé face à sa tentative d'obtenir l'indépendance formelle de Taïwan. Alors, Pékin vient en aide financièrement à des pays prêts à changer de camp, généralisant une politique internationale que les deux pays pratiquaient déjà. C'était déjà le cas du Panama en 2017. Il importe aussi de citer le Nicaragua en 2021, Sao Tomé et Principe bien avant en 2016. D'ailleurs, ce dernier aurait réclamé plus de 200 millions de dollars à Taïwan en échange d'un soutien. Suite à ce changement de camp, voilà Taïwan réduite à seulement 2 alliés en Afrique, le Burkina Faso et le Swaziland. Les îles Salomon ont pour leur part tourné le dos à Taïwan en échange de 500 millions de dollars offerts par la Chine l'an dernier. Les îles Kiribati ont quant à elles négocié des investissements en infrastructures, en acquisition d'avions et de navires cargo en échange de ce soutien en 2019. Enfin, quant à notre voisin dominicain, sa nouvelle orientation diplomatique n'est pas gratuite non plus. En effet, cette petite volte-face lui a permis d'empocher la bagatelle de 200 millions d'euros dans un premier temps. En seulement 5 ans de relations diplomatiques, la République dominicaine est devenue le premier partenaire commercial de la Chine dans l'ensemble des Caraïbes. Et la Chine est le 2e partenaire de la République dominicaine dans le monde.
Au cours de cette période, plus de 20 accords ont été signés, couvrant de vastes secteurs tels que la construction de routes, l'économie, le commerce, l'agriculture, la culture, l'éducation et le tourisme. Chen Lunin, le nouveau ambassadeur de la Chine en République dominicaine, s'en réjouit et salue une relation saine et productive. Bref, une relation win-win. À la guerre comme à la guerre, les petits pays comptent profiter de ce contexte particulier et de ce conflit diplomatique entre la petite et la grande Chine. Le but absolument non dissimulé de Pékin est de faire en sorte que Taipei n'ait plus d'alliés dans le monde. D'ailleurs, ce dernier ne dispose plus que de 14 alliés officiels dans le monde, dont Haïti. Et on vient de le voir. En 2 ou 3 ans, presque toute l'Afrique a tourné le dos à Taïwan. Le continent américain aussi s'est laissé peu à peu séduire par la diplomatie alléchante de Pékin. De son côté, la Chine pose ses pions partout, dans le Pacifique, en Afrique, dans les Caraïbes, le long du canal de Panama. Tous des points essentiels pour la stratégie globale des États-Unis. Par cette diplomatie des billets, la Chine fait d'une pierre deux coups. D'un côté, elle isole Taïwan. Et de l'autre, elle tente de contrecarrer l'hégémonie des États-Unis. Une politique que dénonce Taipei et que la présidente Tsai Ing-wen qualifie de diplomatie du chéquier. Pékin a toujours démenti cette approche. Par exemple, après le changement d'allégeance de Sao Tomé et Principe, le porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Qingwing, déclarait ceci. La Chine ne monnaie pas sa reconnaissance et aucune somme n'a été versée à Sao Tomé. C'est dans ce contexte que, du 28 au 30 mai 2018, le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, décide d'effectuer une visite officielle à Taïwan en réponse à la décision de son voisin une vingtaine de jours plus tôt de faire allégeance à Pékin. Une visite très importante dans le contexte d'un tournant, celui de ses alliés de Taïwan qui en 2 ans, sous l'ère Tsai Ing-wen, ont tourné le dos à l'île pro-occidentale. Il fallait que Port-au-Prince montre sa loyauté à Washington et à Taipei, malgré les appels de phare de Pékin et en dépit de la décision de son voisin dominicain. 1 an plus tard, le président Jovenel Moïse condamnait le Venezuela de Nicolás Maduro au sein de l'OEA. Qui se demande encore pourquoi Washington n'a jamais voulu lâcher Jovenel Moïse en dépit de son inconstitutionnalité et de son impopularité. Dans une émission précédente, je vous disais que la doctrine haïtienne en matière des relations internationales, c'est une participation au plus grand nombre possible d'organisations internationales. En effet, le pays a toujours voulu bénéficier d'un maximum de leviers possibles dans ces organisations. C'est en substance l'approche des relations internationales que préconisait le philosophe allemand Immanuel Kant dans son ouvrage « Vers la paix perpétuelle », publié en 1795. Sauf que ces nombreux leviers que possède la République d'Haïti au niveau international ne lui permettent ni la paix perpétuelle, ni même le développement économique. Or, il serait naïf de notre part de sous-estimer le poids de ces soutiens diplomatiques. Car, même si Taïwan ne fait pas partie de telle ou telle organisation, un pays allié peut prendre la parole en son nom et plaider sa cause au sein de celle-ci. Une question s'impose dès lors. Haïti a-t-elle gagné quelque chose dans ce jeu diplomatique? Les Dominicains ont obtenu d'importants investissements chinois. La Chine populaire, elle, effectue un pas supplémentaire dans sa tentative d'isoler Taïwan sur le plan diplomatique. Chacun regarde ses intérêts. Et Haïti donc? A-t-elle oublié que ce jeu diplomatique a nécessairement un prix? En se rapprochant de la Chine, les Dominicains se rapprochent des BRICS. Ce bloc très influent, formé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, et qui vient de dépasser le G7 en termes de croissance économique et de richesse générée. Les BRICS sont devenus une force économique et commerciale
qui représente plus de 40% de la population mondiale, plus de 25% des territoires du monde, plus de 20% du PIB mondial, plus de 43% des réserves de change et plus de 50% de la croissance économique mondiale. N'est-il pas temps pour Haïti de mieux négocier avec Taïwan, ou alors de tout simplement se rapprocher de la Chine, comme la grande majorité des pays africains? Un bémol tout de même à cette tentation. S'il est vrai que la crise haïtienne qui fait débat actuellement au sein de l'Assemblée générale de l'ONU est observée de près par la Chine, elle en profite pour remettre en question l'ordre international à son seul profit. Pour Pékin, remettre en question l'ordre international, oui, mais sans véritablement chambouler les rapports de force de la politique interne haïtienne. En effet, selon la doctrine chinoise, la souveraineté étatique doit être supérieure à la souveraineté populaire. Dès lors, la Chine ne soutiendra jamais les mouvements populaires qui visent un changement profond en Haïti. Cela explique les réticences des acteurs populaires à emprunter la voie chinoise. Mais qu'on se le dise, le multipolarisme est un avantage pour les pays pauvres. Sur Haïti, culture et perspective, on repose la question: la Chine ou Taïwan? Quelle voie pour Haïti? En tout cas, cette analyse nous montre, si besoin en était, qu'en matière de relations internationales, toutes les approches doivent être nuancées. Voilà, ça est terminé pour cette émission consacrée à ce choix cornélien entre la Chine et Taïwan dans un contexte international compliqué. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à la culture haïtienne au sens large. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.